Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Du magnifique chanson. Et on se retrouve pour notre rendez-vous essoufflé avec Claudia Jiménez. On a beaucoup dansé. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique Claudia Jiménez, consultante, coach, formatrice, spécialiste du bien-être au travail. Recruter coûte cher en argent, en temps et en énergie pour les employeurs. Avoir l'œil dans le viseur et bien choisir un candidat pour un poste. Comment? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour Manel. Oui, voilà. Coach Claudia Jiménez. Ça va aller. Alors, coach Claudia Jiménez avait déjà dit dans cette émission qu'on ne choisit pas sur base de CV ou par contre, on ne choisit pas des CV. Comment choisir un candidat? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Ça va, Claudia? Très bien, Manel. Essoufflée aussi. Un peu essoufflée par le parcours et par la danse. Le parcours c'est aujourd'hui, c'était pas évident. Non, aujourd'hui, c'était un petit voyage pour arriver jusqu'à vous, donc je suis d'autant plus ravie. En plus, sur mon trajet, il n'y a pas beaucoup de bandes d'arrêt d'urgence, donc non, je vais avoir toute la police du royaume à mes trousses. C'est une blague, je roule très prudemment. Bande d'arrêt d'urgence, vous m'avez fait peur, Claudia, non. Non, c'est une blague. Alors, Claudia, comment choisir le bon candidat pour un poste? C'est le sujet d'aujourd'hui. Recruter, Claudia, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est évaluer? Alors, recruter, est-ce que c'est évaluer? Si on part un petit peu d'étymologie, recruter, d'où ça vient? Parce que personnellement, je suis assez perplexe toujours par le vocabulaire utilisé autour du recrutement, des ressources humaines. Donc, je vais partager ça avec vous, sachant que moi, personnellement, comme vous l'avez dit, je suis consultante en entreprise. Si j'aide les départements RH, si je peux les aider à revoir leur processus de recrutement, et si j'ai fait quand même du recrutement dans ma vie, je ne suis pas recruteur. J'interviens plutôt soit au niveau des processus, soit en amont pour aider les candidats lors d'un entretien de recrutement, ou après pour les prendre en prise de poste, donc juste après le recrutement. Néanmoins, je vais partager avec vous mon expérience et mon avis là-dessus. Et donc, un petit peu ce que c'est le recrutement. Donc, au XVIe siècle, ça vient ça signifiait compléter un corps de troupes rassemblé au sein d'une armée. Ok, c'était lever des soldats qui manquaient en temps de guerre pour recruter. D'ailleurs, on dit les recrues, c'est encore un mot utilisé. Donc, on voit déjà le côté un petit peu discipline du terme. Aujourd'hui, moi, j'aimerais bien reprendre. Alors, on ouvre le dictionnaire, ce qu'on voit, et c'est assez intéressant, le recrutement, c'est un ensemble d'actions mises en œuvre pour trouver un candidat supposé correspondre aux besoins et compétences considérées comme requises à un poste de travail donné dans une organisation donnée. Donc, on entend déjà un candidat supposé répondre aux besoins. Je pense que c'est déjà le premier point super important. Il n'y a pas on est avec des humains, pas avec des machines. Donc, le 100% idéal qui va rentrer dans la case et pour répondre à la question, qui va peut-être être évalué avec une grille et qui sera 100%, c'est utopique. Ça ramène aussi au fait que pour recruter, il est intéressant pour les entreprises de extrêmement bien préparer le recrutement, savoir extrêmement bien ce que le candidat qui souhaite, de pas bâcler pour que ce supposé devienne le plus précis possible. Il y a un intérêt des deux côtés. On dit aussi des compétences considérées comme requises. Considérées, ça veut dire à un certain moment, on se dit, voilà, on a besoin de telle et telle et telle compétence, on a besoin de tel et tel profil. Recruter en se disant, tiens, quelqu'un part, il va falloir recruter, il y a un poste vacant,
on prend la fiche de poste, parce qu'on dit bien à un poste donné. C'est pas, à mon sens, super efficace non plus. Quant à l'utilisation du poste de travail donné, là aussi, ça renvoie, on voit que le recrutement est encore lié, en tout cas dans l'inconscient, à un poste et pas un rôle. Ça veut dire un endroit où on met quelqu'un, où on va mettre quelqu'un avec une fiche de poste, c'est-à-dire une fiche qui va décrire quelles sont les tâches principales et secondaires, et la manière de les faire. Un peu une sorte de mode d'emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et là aussi, ça m'interpelle parce que c'est une sorte de mode d'emploi et on peut comprendre mieux aussi le terme ressources humaines. Autre terme qui personnellement moi m'interpelle. Vous savez, quand j'ai commencé ma carrière dans le conseil, on faisait des budgets pour des projets et donc très naïvement, et je m'en souviens encore aujourd'hui, j'avais posé la question, enfin en tout cas j'avais dit tiens, mais dans ce budget il manque le poste, il manque les gens quoi. Et on m'avait dit non mais les gens c'est dans le poste ressources, c'est-à-dire considéré au même titre que l'ordinateur, le micro, la table, c'était ressources. Et donc voilà, toute cette terminologie fait que, voilà, je trouve que il y a peut-être parfois une approche de ce que doit être le recrutement en ressources humaines qui perdure et qui n'est peut-être pas la meilleure manière de voir les choses et la plus efficace pour l'entreprise et pour le collaborateur. Magnifique. Claudia, vous avez sûrement aussi passé des entretiens d'embauche. Moi aussi, fraîchement sortie de l'école, j'ai passé beaucoup d'entretiens d'embauche. Et on remarque que certains employeurs hésitent beaucoup avant de choisir un candidat. Pourquoi ? Alors, il faudrait poser, j'invite les employeurs à réagir. Pourquoi à mon sens, parce que ils cherchent la perle rare. Ça, c'est la première possibilité. On cherche la perle rare, la personne qui va rentrer dans les cases. Ça peut être une explication. Autre explication, c'est aussi d'être moyennement bien préparé. C'est-à-dire, on passe un premier entretien, par exemple en interne ou en externe, parce que c'est aussi un processus qui est externalisé. Et puis on passe une deuxième étape et on se rend compte à la deuxième étape que finalement ça correspond pas tout à fait, que peut-être au niveau du premier entretien il aurait fallu être plus précis. Ça peut être aussi un manque d'alignement entre les différents parties. On cherche quelqu'un pour intégrer une équipe, on a mal défini avec la personne responsable de l'équipe exactement ce qu'il cherchait, du coup on n'a pas bien dit non plus lors du premier entretien à la personne exactement ce dont on avait besoin, et puis ça bloque au deuxième entretien, ça ralentit. C'est lent aussi parfois parce que, je vous l'ai dit, on a un poste qui se libère, on lance le recrutement et puis on se rend compte que on n'a peut-être pas tout de suite le temps d'accueillir le collaborateur au sein de l'entreprise. Et donc, du coup, à un moment, on ralentit. Donc, voilà ce que je vois. Il y a peut-être d'autres raisons, mais la recherche du client idéal en est certainement une. Voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je rigole, Claudia, parce que j'ai reçu un SMS d'Algérie. D'accord. Alors, c'est très drôle. Hein. Bonjour. Moi, personnellement, pour mon mémoire de fin d'études, j'avais le choix entre deux camarades. Quelqu'un qui est sérieux et disponible et un autre qui était beau. J'ai choisi le deuxième et tout s'est bien passé. Donc, parfois, la beauté sauve. Embaucher les beaux. Alors Claudia, c'est drôle, c'est rigolo, c'est Abir, notre auditrice d'Algérie. C'est drôle, mais c'est vrai, je peux déjà vous poser cette question. Avoir une apparence agréable, ça aide à l'embauche, clairement, Claudia? Évidemment, c'est pas très politiquement correct, mais évidemment que ça aide. Enfin, je pense qu'il y a aucun recruteur qui dira le contraire, et voilà, il y a peu de gens qui vont y aller en pyjama. Donc oui, évidemment que voilà, c'est pas politiquement correct, mais ça maintenant ça peut dire aussi quelque chose, si pas beaucoup, sur la personne. Donc donc voilà, c'est un critère comme un autre. Magnifique. C'est bien de le dire, parce qu'il faut soigner son apparence. C'est un jeu social. On vit un jeu social, qu'on le veuille ou pas, Claudia. Bien sûr, c'est un jeu social.
social, et puis on intègre une entreprise, une organisation, peu importe quelle qu'elle soit, et donc on va vous poser des questions sur les valeurs, on va regarder si vous allez bien correspondre à la culture d'entreprise, etc. Donc c'est vrai que d'être en conséquence. Alors, il y a deux écoles. Hein. On pourrait dire est-ce que je fais un effort? Jusqu'où va l'effort, quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut absolument coller au style de l'entreprise quand c'est pas le sien? Moi, je suis pas sûre que que sur la durée soit super efficace. Donc, il faut malgré tout aussi rester soi-même. Mais j'ai envie de dire, oui, c'est une forme de respect, et vous l'avez dit, c'est un jeu social, mais qui se joue pas que lors de recrutement, hein, de toute manière. Effectivement, on y contribue d'une façon aussi inconsciente. Nous-mêmes, quand on soigne notre apparence, c'est aussi pour gagner du respect. Bien sûr. Ça veut dire aussi que la personne se respecte, mange bien, dort bien, prend tout simplement soin d'elle. C'est un bon signe, on va dire. Claudia, vous avez parlé de recruter quand il y a un poste qui se libère. Mais est-ce que c'est toujours le bon timing pour recruter? Alors, au niveau du timing, d'abord au niveau de la durée parce que vous m'avez posé la question, vous m'avez dit, voilà, je passais beaucoup d'entretiens de recrutement, et parfois c'est très long. La première question, à mon sens, à se poser pour les organisations, c'est de savoir est-ce que c'est une bonne idée de rallonger le processus et de prendre autant de temps. Donc moi, je suis la première à dire dans la vie courante, qui va piano va sano, hein, il faut prendre le temps, ça fait du bien. Pour le recrutement, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de prendre son temps. Non, parce que à force de chercher le meilleur candidat, le candidat va aller voir ailleurs. Ça, c'est une première chose, et c'est une question de timing aussi. Il peut avoir des doutes sur la capacité de décision. Quand vous êtes face à un recruteur qui donne l'impression de pas avancer, de pas pouvoir décider, ça peut démotiver aussi, parce que ça donne une image, ça peut donner une image de l'entreprise qui est moins stable, attractive. On va dire aussi, hein. Oui, et du coup moins attractif. Alors les prétentions salariales peuvent monter aussi. Plus le processus est long, plus les prétentions salariales peuvent monter. Donc, excusez-moi Claudia, pourquoi? Pour quelle raison? Parce que si vous êtes dans un processus de recrutement et on vous dit voilà, vous avez un profil intéressant, etc., et que ça dure, vous vous dites il y a d'autres candidats, pour peu que ce soit un poste fort recherché, vous allez négocier, faire jouer la concurrence de la même manière que le recruteur va faire jouer la concurrence entre différents candidats. Le candidat va faire jouer la concurrence. On vous demande toujours, est-ce que vous êtes libre? C'est les meilleurs candidats sont supposés être ceux qui sont déjà en poste quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai, on nous le dit souvent, vaut mieux chercher un travail ou être sur le marché d'emploi tant que vous travaillez encore pour un autre employeur. Oui. Vous serez plus intéressante sur le marché. Bien sûr, parce que les employeurs regardent ça, et ça, c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes aussi là en position de force, de pouvoir plus négocier le salaire, parce qu'il n'y a pas cette perception que vous êtes dans l'attente de trouver un travail. C'est une bonne idée, Claudia ? C'est une bonne idée de privilégier les candidats qui travaillent encore, qui ne sont pas au chômage. C'est compliqué de répondre, je trouve, à cette question. Certainement aujourd'hui, avec ce qu'on vit, est-ce que c'est une bonne idée? C'est sans doute plus simple. Je pense pas que ce soit forcément la meilleure idée. Ce n'est pas forcément la meilleure idée. J'ai encore une question par rapport au fait de faire jouer la concurrence, mais si vous permettez, Claudia, ça va être juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. C'était Kenji Girac, évidemment, on s'endort presque avec cette chanson. C'est surtout très... Moi, je me disais, recruter, on ne va pas parler beaucoup d'amour, mais alors là, c'est très triste. Oui, du coup, ça m'a cassé.
On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Alors aujourd'hui, je reçois Madame Claudia Jiménez, consultante, coach, formatrice, spécialiste du bien-être au travail. Choisir le bon candidat pour un poste, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Avant la pause, Claudia, on parlait du bon timing pour recruter. Oui, pour les entreprises, quel est le bon timing pour recruter? Vous m'avez posé la question. Donc, le bon timing pour recruter, c'est, alors, réponse très banale, c'est quand on a le temps de le faire. C'est-à-dire, non, mais c'est extrêmement important parce qu'on a vu qu'un processus trop long, ça peut faire perdre les bons candidats. Donc, c'est vraiment important pour l'entreprise de le faire, pas quand le poste se libère, mais de s'assurer qu'elle va pouvoir dérouler avec toutes les parties prenantes, parce que c'est pas que le département RH, avec toutes les parties prenantes, tout le processus. Et donc, les bonnes questions à se poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai besoin de recruter? Vraiment, quel est le besoin derrière cette action de recruter? Quelles sont les tâches et les objectifs et le type de profil que je vais rechercher. Bien sûr, est-ce que j'ai les moyens aujourd'hui, à ce moment précis, de financer ce type de poste? C'est la première question à se poser, Claudia. C'est la première question à se poser, oui, parce que ça a vraiment un coût. Donc, il faut être sûr qu'on puisse prendre en charge le salaire pour le poste à pourvoir. Est-ce que je suis suffisamment bien, et ça on n'y pense pas assez, à mon sens, est-ce que je suis suffisamment bien organisée que pour pouvoir libérer du temps une fois que la personne sera recrutée, parce que le recrutement, c'est jusqu'au moment où la personne arrive dans l'entreprise, et donc au moment où elle arrive dans l'entreprise, on peut pas considérer, on a dit, voilà, on te met un poste et vas-y, fais tes tâches. Il y a un processus quand même d'onboarding, très souvent, ou trop souvent, je vais le dire comme ça sans faire de généralité, à mon sens trop souvent oublié. Donc, est-ce qu'on est suffisamment bien organisé? Est-ce qu'on a le temps pour ça? Et oui, est-ce qu'on est prêt à consacrer du temps? Voilà. Donc, le bon timing, c'est celui-là. C'est quand on peut répondre à toutes ces questions-là, qu'on peut faire un entretien de recrutement et dérouler un processus de recrutement, selon moi, valable et efficace. Il faut aussi être dans l'anticipation. C'est mieux d'être dans l'anticipation, effectivement, pour ne pas, parce que là aussi c'est un coût. Si vous recrutez au moment où le poste est vacant, que vous n'anticipez pas les besoins de l'entreprise, les changements, je veux dire, si une équipe par exemple reste, imaginons une équipe reste X temps sans le poste qui est pourvu, c'est un impact, ça peut démotiver l'équipe, ça a un impact sur la productivité, ça peut avoir un impact sur le client, enfin bon. Magnifique. Alors, j'ai juste envie de poser une question à mes auditeurs qui peuvent, ils peuvent répondre au 0488 106 800, 0488 106 800. Racontez-moi, s'il vous plaît, vos expériences. Est-ce que vous avez déjà dit à un employeur en passant un entretien d'embauche que vous avez d'autres propositions ailleurs? Pour moi, coach Claudia Jiménez, c'est une technique de manipulation. Quand je dis manipuler, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Manipuler, ça peut être aussi positif. Faire jouer la concurrence, vous avez dit, est-ce que c'est une bonne idée de dire des deux côtés, que l'employeur dise j'ai d'autres candidats, que aussi le candidat dise j'ai d'autres propositions ailleurs. On l'utilise un peu partout, même en immobilier, j'ai d'autres candidats, j'ai d'autres acheteurs, j'ai d'autres vendeurs. Bref, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez dit c'est une technique de manipulation, positive ou négative. Si c'est dit, vous savez, ça se sent. Si c'est dit comme ça, vraiment comme argument pour manipuler, est-ce que ça a vraiment un impact? Moi, je me pose la question. Maintenant, si c'est dans une conversation honnête, c'est vrai, en recrutement, on vous le demande. Est-ce que vous avez d'autres pistes aussi parce qu'il y a le timing? Si la personne est bien, si vous êtes bien préparé, que vous connaissez l'entreprise, que vous avez une vraie discussion avec le recruteur, que ça se passe bien, que vous voyez qu'il y a un fit, oui, vous pouvez l'utiliser.
Maintenant, si vous arrivez en entretien, moi j'ai vu des gens qui arrivent en entretien et qui commencent presque par négocier le salaire et dire attention parce que sinon vous allez me perdre. Bah, là, en termes de perception, vous voyez, c'est à quoi ça sert, quoi. Là, c'est vraiment plutôt, ça va jouer contre vous. Donc, le placer, le discuter en fin de discussion, surtout si c'est vrai. Si ce n'est pas vrai, est-ce que ça a beaucoup d'intérêt? Moi, je crois beaucoup à la congruence. C'est le fait de dire des choses et d'avoir le non-verbal et tout qui va avec. Donc, quand c'est pas vrai, assurez-vous que la personne en face le croit, parce qu'effectivement, sinon, elle va se sentir manipulée et c'est tout l'entretien qui peut tomber à l'eau, quoi. J'ai Ressam qui a répondu oui à la question « Est-ce que vous avez déjà dit à un employeur que vous avez des propositions ailleurs ?» Donc, ça peut être à double. Il a dit oui. Il a dit oui. Mais est-ce que ça a fonctionné ou est-ce que ça a servi? Sam, est-ce que ça a fonctionné? Le fait de lui dire ça, est-ce que ça a laissé plutôt une bonne impression ou le contraire? Parce que le risque ici, c'est aussi laisser une mauvaise impression. Moi, personnellement, Claudia, je ne l'ai jamais fait. Parce que j'étais consciente, j'ai étudié la communication et j'étais consciente que ça faisait partie de techniques de manipulation. Je n'aime pas qu'on me manipule et je n'aime pas manipuler les autres. Donc, quand on parle de manipulation négative, attention, parce que je peux aussi manipuler si j'ai envie atteindre un but. Ça, c'est clair. Je ne suis pas... Voilà. C'est le rôle de qui, Claudia, dans l'entreprise de recruter un candidat? Alors, on pense à tort que c'est le rôle uniquement du département RH. Recruter, ça touche la collectivité. Donc, c'est le rôle du département RH, voire en amont, si c'est outsourcé d'un bureau de recrutement, c'est le rôle aussi du responsable de la personne, de voir la personne, de parler avec elle. Il y a des entreprises où vous voyez même vos collègues, où il y a un échange avec les collègues avant. Donc, c'est le rôle de chacun de recruter, de participer au processus, mais aussi de préparer. Parce qu'on parle très souvent du candidat qui doit être préparé. On oublie de dire que le recruteur doit lui aussi être préparé de préférence et pouvoir donner autre chose que des questions toutes faites, mais pouvoir vraiment avoir un dialogue et renseigner sur le poste, sur l'entreprise, sur la culture. Bref, être aussi préparé. Et pour ça, ça demande, il ne peut pas tout savoir, de interroger le terrain, interroger les gens ou les responsables du poste en question pour avoir le maximum d'informations et à nouveau s'assurer que le processus ne soit pas trop long parce que pas adéquat. Alors sur Instagram, je n'ai eu que des oui, Claudia Jimenez. Et Leïla aussi, Nina, Rose, oui. Et Issam, il a répondu par SMS, il a dit oui et ça a fonctionné pour lui. Okay. Donc tant mieux si ça fonctionne. Bien sûr. Non mais c'est ce que je dis. Si c'est assurez-vous ou bien que ce soit vrai et ça apporte un dialogue parce que c'est important pour le recruteur de savoir tiens est-ce que la personne sera qu'elle est. Bien sûr c'est important. Et si ce n'est pas vrai, si vous l'utilisez pour mettre la pression, assurez-vous que ça passe comme une vérité parce que est-ce que moi je l'ai utilisé oui, mais quand c'était vrai et les rares fois où j'ai recruté, est-ce qu'avec moi ça passe? Moi je suis un peu comme vous quoi. C'est pas l'argument qui passe le mieux. Je pense qu'une entreprise qui cherche le bon candidat ne se mettra pas et qui se donne les moyens ne se mettra pas sous pression, sous prétexte que la personne pourrait partir ailleurs. Elle va en tenir compte, mais de là à se mettre ce sera pas l'argument qui fera en tout cas basculer. Je ne pense pas. Magnifique. Donc, coach Claudia, on parle beaucoup de candidat idéal ou le bon candidat. Mais est-ce qu'un recruteur idéal existe? Moi, personnellement, je parle que de mon expérience. J'ai eu beaucoup d'entretiens d'embauche aussi. À certains moments, moi-même, je me disais, je ne serais pas épanouie dans ce travail vu l'attitude de la personne qui était devant moi et qui me faisait passer l'entretien d'embauche. Est-ce qu'il y a aussi un recruteur idéal? Oui. J'ai entendu votre story, j'ai vu que c'était du vécu. Oui. Mes stories sur Instagram, je partage beaucoup d'histoires avec mes abonnés. Et donc, le recruteur idéal, je vous l'ai dit, vous l'avez repris, c'est celui qui ne va pas
d'abord, c'est celui qui va être préparé. C'est celui qui ne va pas engager que le CV. C'est celui qui ne va pas avoir une liste de questions. Vous savez, alors, c'était le mois dernier, donc je participais à un entretien de recrutement, si je peux vous raconter ça, parce que c'est très, très flagrant. Et donc, la personne, un homme, 20 ans d'expérience, l'entretien à 7h30 du matin, donc on est quand même légèrement en confinement. La personne cherchait du travail, entretien à 7h30 du matin, 20 ans d'expérience, se retrouve en visio, mais pour le coup, on était 3, et on lui demande des choses du type... voilà. D'abord, on ne lui explique rien sur le poste. Il avait reçu le descriptif de poste et on lui demande « Parlez-moi de vous ». Bon, 20 ans d'expérience, effectivement, je l'ai senti un peu... Il a commencé à dérouler son CV, mais il a très bien dit, si vous avez des questions, parce que vous l'avez reçu, la personne n'avait clairement pas lu le CV en détail. Après, on lui dit, voilà, quelles sont vos valeurs ? Ok, il donne ses valeurs, et à chaque fois, on voyait très bien que la personne notait, qu'on lui demande ses valeurs. Et on lui a demandé aussi... qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin ? Attendez, la personne cherche du travail, elle a 20 ans d'expérience, il est 7h30, et vous lui demandez ce qui la motive de se lever le matin. Mais c'est de ça justement, Claudia, que je parlais dans ma story, c'est cette attitude de robot comme ça, et avoir cette attitude, aller chercher sur Internet comment se déroule un entretien d'embauche, ou lire un livre tout simplement, et venir faire un interrogatoire de police au candidat. On se sent des fois carrément dévalorisé, et on n'a pas envie de travailler pour cet emploi. C'est ça, pas seulement dévalorisé, mais ça donne une image de l'entreprise. C'est effectivement, cette personne qui n'était pas en poste, qui cherchait du travail, m'a dit j'ai même pas envie, quoi. La question que j'ai envie de poser à mes auditeurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire marche arrière, par exemple, et de retirer votre candidature après le premier ou deuxième entretien d'embauche et vous dire ce n'est pas une société pour moi où je vais m'épanouir? Ça serait très intéressant d'avoir des réactions. Je vais aussi lire les réactions sur Instagram un peu plus tard dans l'émission. Très intéressant ce que vous avez dit, coach Claudia. Les bonnes questions à se poser en entreprise pour recruter le bon candidat. C'est aussi intéressant pour les gens qui sont à la recherche d'un emploi, qui nous écoutent. Je n'ai pas compris la question. Les bonnes questions pour que l'entreprise doit se poser. Oui, pour recruter le bon candidat. Comme je vous ai dit, elle doit préparer en amont et se dire tiens, quel est exactement les tâches, ça on est d'accord, mais aussi quel est le profil de la personne aujourd'hui. D'ailleurs, pour moi, ça a toujours été le cas. Encore une fois, prendre un CV, j'ai vu ce matin, avant de venir, une annonce, j'ai encore été, voilà, l'annonce disait, elle était séparée en 3 parties, entreprise, il y avait une partie expérience. Et dans la partie expérience, il y avait écrit Bac+, c'était un poste de marketing, Bac+4, Bac +5, filiale marketing, 5 années d'expérience. Je veux dire, si c'est... la façon aussi de rédiger l'annonce. Oui, alors ça dit déjà beaucoup sur la manière dont vous allez être recruté et sur les questions qu'on va vous poser. Donc les bonnes questions, c'est aussi de creuser le potentiel, pas seulement les aspects techniques. Alors, c'est plus facile et ça rassure les recruteurs d'aller sur les aspects techniques. Et aujourd'hui encore, le plus gros CV passera avant le reste. Mais avoir des questions, d'abord, avoir des questions qui permettent un dialogue et pas oui, check, oui, check, oui, check. Déjà, un vrai dialogue, ça en dit aussi beaucoup sur la personne. Ça permet de tester... Faire connaissance aussi, tout simplement. Oui, ça permet de tester d'autres compétences. Ça permet, je pense qu'il faut des questions aussi qui peuvent évaluer le potentiel de la personne à se développer. Aujourd'hui, on est dans un environnement, la tâche que vous faites aujourd'hui, peut-être que demain, elle sera faite par un robot, par l'intelligence artificielle. Ça serait dommage. Oui, non, mais je veux dire, c'est la réalité des entreprises aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a recruté quelqu'un uniquement sur base des compétences techniques? C'est-à-dire que quand certaines tâches n'existent plus, on laisse la personne là, on la licencie, à ce moment-là, on se dit, tiens, est-ce qu'elle pourrait être pour un autre poste? Enfin, essayer aussi, je pense, d'engager des gens qui ont
un potentiel, qui vont pouvoir apporter quelque chose, une valeur ajoutée à l'entreprise, que ce soit en termes d'innovation, en termes de transformation, d'adaptabilité. Bref, recruter aussi, ayez des questions sur sur le potentiel plus que la personnalité de la personne. Alors, poésie, joli pseudo. Donc, poésie, elle dit « Non, je n'ai jamais refusé ou fait marche arrière parce que tout simplement, c'est très difficile de trouver un travail. Travailler pour travailler uniquement et ne pas aimer la culture de l'entreprise ni l'employeur, ça peut être aussi une nécessité par moment, Claudia. » Évidemment que ça peut être une nécessité. Maintenant, il y a peu de chances que vous restiez alors dans cette entreprise-là. Et si je dois me mettre à la place du recruteur, c'est le job du recruteur de détecter que la personne ne correspond pas et vient uniquement pour le salaire et parce qu'elle cherche un travail. Donc ça, c'est quand même aussi le rôle du recruteur. Ouais, magnifique. Coach Claudia, j'aurais une question par rapport aux soft skills, si vous permettez, mais ça va être juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Claudia Jiménez, consultante, coach, formatrice, spécialiste du bien-être au travail. Comment choisir le bon candidat pour un poste, c'est le sujet d'aujourd'hui. Beaucoup de réactions à la question que j'ai posée aux auditeurs, coach Claudia, par rapport au fait s'ils ont déjà refusé un poste pendant un entretien d'embauche parce que ils n'ont pas senti l'employeur. 3 réponses, non, c'est jamais arrivé. Je vous rappelle que vous pouvez aussi participer à l'émission par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Ici, dans cette émission, coach Claudia, une fois, j'ai entendu une phrase qui m'avait marqué. Les employeurs choisissent des CV et c'est pas forcément une bonne idée. Les soft skills, qu'est-ce que c'est, coach Claudia, et sur base de quoi choisir un candidat pour un poste? Alors, les soft skills, littéralement, les compétences douces, ça regroupe quoi ? Ça regroupe un ensemble de compétences comportementales et des qualités relationnelles. Et ce sont des compétences extrêmement intéressantes parce que ce sont des compétences transverses. C'est-à-dire que comme ce ne sont pas des compétences techniques, ce sont compétences humaines, on peut dire ? Bien sûr, ce sont des compétences humaines. C'est vraiment une aptitude, plus qu'une compétence technique, c'est une aptitude qu'on met en place et au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment au quotidien. Maintenant, pour moi, ce n'est pas un trait de personnalité. C'est des choses qui peuvent aussi s'apprendre avec des techniques. Je sais que de plus en plus aujourd'hui, alors, c'est là que je ne vais pas me faire des amis, mais je pense aujourd'hui, de plus en plus, on parle des soft skills et par exemple, on met l'empathie, je vois beaucoup même dans la littérature, l'empathie comme soft skill. Autant je suis d'accord de dire que... Mais c'est parce qu'en fait, ça fait partie de l'intelligence émotionnelle, Claudia. Alors, autant je suis d'accord de dire que l'intelligence émotionnelle, qui est cette capacité à identifier, à comprendre, à... Être dans l'empathie, peut-être vous n'êtes pas d'accord. Non, parce que l'empathie, à contrario, l'intelligence émotionnelle, ça peut s'apprendre. Alors, quand on est prédisposé, quand on a un profil qui est très empathique, on est prédisposé. Il n'empêche qu'il y a des techniques pour identifier les besoins des autres, leur comportement, il y a des techniques. Mettre l'empathie, c'est plus un trait de personnalité. On est empathique ou pas. Comment est-ce que vous évaluez, vous engagez quelqu'un et vous lui demandez comme compétence d'être empathique ? Comment est-ce que vous allez l'évaluer ? Comment est-ce que vous allez mettre un critère de performance derrière empathie ? Derrière intelligence émotionnelle, ok, parce qu'il y a des techniques, des manières, on va pouvoir mesurer si vous utilisez les techniques d'intelligence émotionnelle pour vous mettre à la place de l'autre. C'est différent que de mesurer si vous êtes empathique ou pas. Ça voudrait dire que quelqu'un qui a un profil en test de personnalité un petit peu moins empathique
ne serait pas pris pour le poste, ou à contrario, on utiliserait un profil de personnalité avec un niveau d'empathie très élevé et on se dirait, il est très empathique, ok, ça va fonctionner. Moi, je vous le dis, quelqu'un de très empathique chez qui c'est inné n'a pas forcément les techniques. Par exemple, si on le prend au niveau managérial, on peut être extrêmement empathique et avoir de gros soucis si on n'a pas les techniques pour gérer cette empathie au quotidien, parce qu'en même temps, on est manager. On doit quand même aussi prendre des décisions, évaluer les gens. Donc vous séparez le fait d'être empathique et l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas la même chose. C'est peut-être pour ça, Claudia, que les employeurs cherchent la facilité, se basent uniquement sur les CV. Oui, ou sur des tests de personnalité. C'est pas que je sépare l'empathie de l'intelligence émotionnelle, je sépare une compétence humaine et comportementale, une compétence de qualité relationnelle, de quelque chose qui est inné et qui fait partie de la personnalité. D'accord, il y a peut-être des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent, qui sont à la recherche d'un emploi. Ils le savent, les compétences professionnelles, c'est variable et aussi on apprend, on fait des formations, on fait des études, on fait des recherches et on développe un CV, on peut vraiment muscler un CV. Oui. Comment, si je peux me permettre de vous poser des questions, comment muscler ces compétences, ces soft skills, ces compétences humaines, les compétences douces que vous appelez? Alors, c'est vrai que donc ces soft skills, donc, je l'ai dit, ce sont aussi des techniques. Et donc, ça peut s'apprendre, que ce soit le leadership, l'intelligence émotionnelle, la créativité, que sais-je encore, la prise de décision, il y a des techniques. Donc, ça peut s'apprendre, ça passe par la formation, mais aussi et surtout, ça se met en œuvre au quotidien. Donc, évidemment, si vous avez suivi telle et telle formation avec attestation et ça fera partie du CV, on l'a dit, ça rassure les recruteurs, gros CV. J'aime bien le côté, ça rassure, c'est plutôt rassurant. Oui, bon, à leur décharge, à un moment, il faut choisir. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont que le CV au départ, donc ça rassure. Maintenant, après dans le processus, d'où l'intérêt d'avoir des indicateurs de performance pour évaluer. Vous savez, en recrutement, on peut faire des jeux de rôle, on peut demander quelques exercices. Le fait de dire j'ai une attestation parce que j'ai suivi tel cours d'intelligence émotionnelle ou de négociation ou de... Très honnêtement, moi, je ne trouve pas que c'est garant de « je peux le faire ». Parce que justement, ce sont des compétences qui doivent être mises en œuvre au quotidien. Pratiquées. Et qui se prouvent comme ça. Donc, oui, dans le CV, oui, ça se développe, oui, ça s'apprend en formation. Maintenant, lors du recrutement... Comme pour les compétences techniques, c'est bien de ne pas s'arrêter au CV et de regarder si vraiment elles sont acquises et elles peuvent être mises en œuvre comme le souhaite l'entreprise, parce que ça dépend aussi d'une culture d'entreprise. Il y a des bonnes pratiques pour négocier, des bonnes pratiques de base pour se mettre à la place de l'autre, pour faire ressortir ce côté empathique, mais chaque culture d'entreprise est différente. On ne négocie pas et on n'accepte pas forcément certaines choses dans une entreprise et pas dans une autre. Donc il y a une réelle préparation pour le recruteur, pour le coup, à bien définir ce qu'il entend par soft skill et de savoir exactement ce qu'il attend. Et moi, je l'invite à attendre un peu plus que des attestations de formation ou un test de personnalité qui dirait que la personne est empathique ou créative ou autre. Voilà, il faut aller, à mon sens, un peu plus loin. Magnifique. Donc, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. La même réponse sur Instagram, c'est non. Visiblement, Claudia, personne ou aucun candidat parmi mes auditeurs n'a refusé un poste parce qu'il a estimé que l'employeur n'était pas... On va dire, voilà, je crois que c'est la crise actuelle aussi qui fait que... Probablement, oui. Donc, Claudia, on va un peu s'attarder, si vous permettez, sur l'aspect technique d'un CV. D'accord ? L'expérience. On a déjà tous entendu, pas assez d'expérience, pas assez d'expérience, pas d'expérience. Pour vous, avoir de l'expérience, c'est un gain aussi on va dire, de crédibilité pour un candidat. Ça veut dire qu'il va vraiment exceller dans ce poste. Bon, d'abord, c'est quoi l'expérience ? Donc, évidemment que si on a de l'expérience, c'est important. C'est important d'avoir de l'expérience pour un poste requis.
encore une fois, ça ne peut pas être qu'une ligne sur le CV. C'est quoi Moi, je peux être 5 ans en entreprise et avoir performé de manière complètement moyenne. Ok. Oh. Est-ce que ça, c'est de l'expérience? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux être 2 ans au même poste super performant? Donc, là aussi, personnellement, et encore une fois, je ne vais pas me faire que des amis parce que j'en vois passer à longueur de journée des postes qui demandent tel ou tel niveau et 5 ans d'expérience minimum et qui excluent les candidats qui auraient moins d'expérience de facto. Voilà, je trouve que c'est dommage et pour le candidat et pour l'entreprise. En plus, ça pousse les candidats aussi à se donner plus d'expérience et à gonfler leur CV. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt à mon sens. Très intéressant ce que vous dites. Vous m'avez pensé à quelque chose que j'ai entendu récemment. C'était un employeur qui cherchait un manager pour son entreprise et il m'a dit, Manel, j'ai eu un candidat qui m'a dit, j'ai beaucoup d'expérience. Donc, il a 20 ans d'expérience uniquement dans 2 sociétés. C'est-à-dire qu'il est quand même resté longtemps dans chaque entreprise, ce qui est un bon indicateur. Sauf qu'il m'a dit, quand j'ai été chercher les entreprises où il a travaillé, ce sont 2 entreprises qui ont fait faillite. Mm-hmm. Et donc, il a de l'expérience avec 2 entreprises où il les a poussées à la faillite. Voilà, alors est-ce que c'est la faute de cette personne de la faillite ou est-ce qu'il a appris à gérer les crises parce qu'il a... Non mais peut-être c'est un bon candidat qu'il n'est pas responsable de... Oui, et peut-être ça veut dire qu'il a été dans des entreprises où il y avait une gestion de crise en permanence et que peut-être lui était très bon pour ça. Donc c'est pour ça, c'est un bon exemple pour dire creuser ce que veut dire l'expérience. Est-ce que pour certaines fonctions qui demandent de la créativité, qui demandent d'être impliqué dans l'innovation, quand c'est une culture d'entreprise innovante, est-ce que d'avoir 10 ans, 15 ans d'expérience dans la même entreprise, au même poste, voilà, est-ce que c'est une bonne chose? Juste l'expérience, voilà, il faut on risque creuser. De passer à côté d'un bon candidat si on regarde uniquement l'aspect technique d'un CV, c'est clair. J'ai bien compris, je crois, si j'ai bien compris, coach Claudia, ce n'est pas une bonne idée de se baser uniquement sur le CV. Non, après c'est une question, comme toujours, c'est une question de temps. J'aime bien le nom, Claudia. Oui, mais j'ai dit après, j'ai pas dit... Non et... J'aime bien terminer l'émission avec Claudia, avec un oui ou un non, parce qu'elle n'aime pas ce genre de questions, justement. Coach Claudia, on arrive déjà à la fin de cette émission, mais si vous permettez, on va continuer ce sujet la semaine prochaine. Restez connectés, très chers auditeurs, sur ma page Instagram, Manel Astafid. Je vais vous annoncer le jour, comment choisir le bon candidat pour un poste. C'est aussi bon pour les personnes qui sont à la recherche d'un travail. Ils ont aussi une idée sur la façon dont les employeurs recrutent. Merci beaucoup, coach Claudia Jimenez. Merci, Manel. Coach spécialiste du bien-être au travail que vous pouvez retrouver. Elle est taguée sur la page Instagram officielle d'Arabelle. Arabelle, facile à trouver. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.